Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les phénomènes paranormaux, vous le savez, peuvent être vécus par n'importe lequel d'entre nous. Ils sont toujours pas intégrés par la science dite officielle, ce qui implique beaucoup de difficultés. Ceux et celles qui en vivent ne savent pas, par exemple, vers qui se tourner pour comprendre une expérience qui les bouleverse. Ceux et celles qui en vivent croient qu'ils sont au mieux dérangés, au pire fous, car il n'existe aucune prise en charge par un quelconque organisme officiel. Ceux et celles qui en vivent peuvent, par faiblesse, tomber dans les filets d'escrocs qui exploitent la place laissée dangereusement libre par les autorités qui, eux, pensent savoir ce qui est du domaine de la recherche ou pas. Bref, en face de cet état de fait, les aventuriers de l'étrange vous offrent la possibilité d'un dialogue, d'une écoute attentive et sans préjugés. C'est pour cela que ces soirées consacrées à vos témoignages existent sur Sud Radio. Alors vous pouvez nous contacter si vous avez vécu une expérience de l'ordre du paranormal qui vous pose question, qui vous angoisse, qui vous bouleverse. Vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit au 0826 300 300, 0826 300 300. Morad est au standard. Il attend vos appels pour que vous puissiez passer à l'antenne et que nous puissions ensemble essayer de comprendre ce que vous avez vécu. Vous pouvez aussi nous joindre par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre réaction qui sont également évidemment les bienvenus et vous envoyez le tout au 71 200. Alors, pour analyser ce que vous avez vécu et vous apporter quelques pistes des réflexions, deux spécialistes seront à mes côtés. Pierre Macias qui préside aux destinées du site des aventuriers de l'étrange. Ce site a pour adresse psiland.org, psiland.org, et également Renaud Évrard qui appartient au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Mais avant de retrouver vos témoignages, nous allons faire le point sur ce qui a été présenté par deux émissions sur Sud Radio cette semaine, à savoir Mêle-toi de l'info avec Éric Champin et Philippe Sage. C'était vendredi et également dans l'émission d'Éric Mazet, vendredi soir, les rapports entre les forces de l'ordre, les services secrets, la gendarmerie, la police, les pompiers et puis le monde du paranormal. Voir un petit peu le point entre les passerelles qu'il existe ou existeraient entre ces deux mondes un petit peu partout autour de notre planète. Et là, j'ai fait appel à un étudiant qui appartient à l'Institut Métapsychique International qui s'est penché sur ce dossier. Nous allons faire tout de suite le point avec lui. Il s'agit de Thomas Rabeyron. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Vous le savez, tout au long de cette semaine, dans les émissions de Sud Radio, comme Mêle-toi de l'info ou encore avec Éric Mazet, on a très souvent évoqué les rapports entre la police et les phénomènes paranormaux, la police et les radiesthésistes. Alors, évidemment, nous allons y revenir dans les aventuriers de l'étrange et je demandais à Thomas Rabeyron, que vous avez déjà entendu pour analyser des témoignages dans les aventuriers de l'étrange, d'être avec nous. Thomas Rabeyron, bonsoir. Bonsoir.
Je rappelle que vous appartenez au groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, dont vous êtes un des fondateurs d'ailleurs de ce groupe concernant l'IMI. Oui, voilà. Vous êtes penché très sérieusement sur ce rapport entre on va dire, l'État, les forces publiques, les forces de l'ordre, les services secrets également, et le paranormal. Si aux États-Unis c'est quelque chose qui s'avoue de manière courante, ou du moins les policiers disent qu'ils ont recours régulièrement à ceux qui peuvent les aider. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Aux États-Unis notamment, il y a une grande histoire entre les services secrets, les forces de police et le paranormal. Oui, alors moi c'est vrai que je me suis intéressé à ça parce que si vous voulez, quand on s'intéresse aux perceptions extrasensorielles, il y a soit des recherches de laboratoire ou soit des applications. Ouais. Et donc c'est vrai que l'une des applications les plus intéressantes, c'est effectivement la recherche de personnes disparues. Il y a également, j'ai entendu parler, en plus de la recherche des personnes disparues, d'un programme assez singulier qui avait pour nom Stargate aux États-Unis. Oui, voilà, c'est le nom le plus connu, oui. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il exactement? De quoi s'agissait-il, du moins? Alors c'est dans les années 70, deux chercheurs, deux physiciens qui s'appelaient Targ et Puthoff, qui ont commencé à faire des expériences de perception extrasensorielle avec des sujets psy, des sujets qui sont censés avoir des capacités de s'étendre, et qui ont eu des grosses réussites dont ils ont fait part à la CIA. Et donc plusieurs agents de la CIA sont venus et ont constaté effectivement la réussite des sujets et ont proposé donc la mise en place d'un programme top secret qui avait pour but d'utiliser donc des voyants pour le renseignement. Donc c'était un programme très important avec environ des questionnaires qui ont été donnés à beaucoup de militaires, et parmi ces militaires ont été recrutés environ une vingtaine de sujets qui ont été entraînés pendant plusieurs années pour pouvoir donner des informations sur le renseignement. Donc par exemple, il y a plusieurs cas célèbres, notamment la description d'une base russe très précisément, ou la recherche d'un avion disparu en Afrique qui s'était écrasé. Et par exemple, pour la recherche d'un avion qui s'était écrasé en Afrique, ça a donné des résultats très concluants? Oui, ça a donné des résultats concluants. Alors, tous les documents ont été déclassifiés au fil des années, sachant que le programme s'est arrêté en 95. Ah, quand même, ça a duré très longtemps, alors. Ça a duré à peu près 20 ans. C'était un programme qui, environ 4 millions de dollars chaque année, donc c'était quand même un gros programme. Alors, il faut savoir quand même que c'était dans le contexte de la guerre froide, et que les Américains cherchaient tous les moyens possibles pour réussir à prendre de l'avance sur les Russes. Et on imagine, même si peut-être les documents n'ont pas été déclassifiés, que du côté russe, il a dû se passer les mêmes choses, à peu près. Oui, alors ce qui est assez ironique, c'est qu'en fait, à l'origine, il y a eu un article par un journaliste qui était mensonger, qui faisait croire que les Russes faisaient des recherches là-dessus. Les Américains ont vu ça, et donc ils se sont dit, oula, vite, il faut vite qu'on monte un programme. Et ensuite, les Russes ont su que les Américains avaient monté un programme. D'accord. Et donc, ils en ont monté un, eux aussi. Voilà, alors, c'est moins connu, on sait moins ce qu'ont fait les Russes. Je m'en doute, ouais. Mais alors, ce qui est assez étonnant quand même dans ce programme Stargate, parce que c'était le nom donc qu'a donné la CIA à cette étude, c'est que ça a eu des résultats positifs, mais bon, j'imagine qu'on ne doit pas tout savoir, évidemment, mais est-ce qu'il y a eu un rapport, je dirais, de synthèse qui a été publié sur l'efficacité ou pas de ces sujets psy quant à obtenir des renseignements? Oui, alors à la fin du programme, la CIA a voulu savoir s'il fallait continuer ou pas, et a demandé donc à deux experts, deux scientifiques, Jessica Hutz et Ray Hyman, de faire chacun un rapport. Alors sachant que Jessica Hutz est une professeure de statistiques qui était plutôt ce qu'on appelle pro-psy, c'est-à-dire qu'elle était plutôt du côté de ceux qui pensent que ces phénomènes existent, tandis que Ray Hyman est plutôt connu pour sa position de sceptique. D'accord. Alors ce qui s'est passé, c'est que Jessica Hutz, elle a dit que, selon elle, les expériences faites dans ce cadre prouvaient l'existence des perceptions extrasensorielles et étaient par conséquent utiles pour le gouvernement. Tandis que Ray Hyman, lui, a donné un avis plus nuancé, et au final, le gouvernement américain
n'a pas souhaité continuer le programme, du moins officiellement. On ne sait pas si il a été arrêté officiellement, mais s'il n'y a pas une cellule qui continuerait d'exister, mais dont on ne connaîtrait pas l'existence. Oui, de manière totalement secrète, quoi. Oui, parce que on ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire. Si jamais le gouvernement américain s'est dit qu'au vu des rapports qui étaient donnés, ça fonctionnait réellement, ils avaient peut-être intérêt à pas trop en parler. Effectivement. Mais vous dites que le rapport de Ray Emmons, qui était donc connu pour son scepticisme, a été plus nuancé. Ça veut dire qu'il reconnaissait une certaine utilité? Alors, en fait, vous voyez, il y avait un débat scientifique. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre le problème. Ouais. C'est que dans les expériences de remote viewing, il y a ce qu'on appelle des juges qui évaluent les descriptions des sujets. Alors d'abord, explication de ce qu'est le remote viewing. Alors le remote viewing, c'est une technique qui a été développée donc par ce groupe de recherche qui a pour objectif de favoriser et d'améliorer la précision des descriptions par perception extrasensorielle. C'est-à-dire qu'on dit à un voyant, appelons ça un voyant, on lui pointe un lieu sur la carte de manière géographique, on lui dit voilà, ça c'est en pleine toundra, en Sibérie, etc. On pense qu'il y a quelque chose là, concentrez-vous sur ce point et dites-nous ce qu'il y a, c'est ça, hein? Oui, il y a des coordonnées en fait qui sont données au sujet. Ouais. Alors au départ, c'était des coordonnées géographiques réelles, et ensuite pour vérifier que le voyant reliait pas finalement la coordonnée à une probabilité, ils utilisaient finalement des coordonnées au hasard, des codes au hasard, et on s'est rendu compte que ça marchait tout aussi bien. Ah bon? Oui, voilà. Si vous voulez, l'idée c'est que il faut que le juge fasse un lien lui entre cette coordonnée qui est tirée au hasard et la cible. Donc par exemple, si la cible c'est retrouver un avion qui s'est crashé en Afrique, les sujets psy, les voyants, avaient une coordonnée et devaient donc décrire ce qui leur venait pour cette coordonnée. D'accord. Et ensuite, c'est assez élaboré, hein, les protocoles de remote viewing. Hein. Ça demande beaucoup d'entraînement, il y a un certain nombre d'étapes, ça prend plusieurs années pour être vraiment mis en place. Et pour améliorer encore la précision, les différentes descriptions des sujets sont recoupées. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, en ce qui concerne, par exemple, le crash de cet avion, ils ont retrouvé l'avion. En l'occurrence, oui. D'ailleurs, c'était sous Carter, je crois, et ce dernier a bien confirmé qu'ils avaient utilisé des sujets psy pour ce type de recherche. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples connus de par le monde de l'utilisation par les forces de l'ordre, que ce soit de manière secrète, évidemment avec des documents déclassifiés, ou de manière tout aussi officielle, de sujets psy? Alors là, il y a un exemple très récent, c'est la Grande-Bretagne qui vient d'annoncer qu'elle aussi avait mis en place un programme de ce type. Qui a été arrêté, mais là les documents déclassifiés viennent de sortir avec pareil des conclusions un peu ambivalentes. Et il faut savoir également que quand le programme américain s'est arrêté, les anciens chercheurs et sujets psy qui participaient à ces recherches se sont mis à développer de remote viewing dans différents pour des entreprises ou pour eux-mêmes, etc. Et il y a notamment ainsi Stephen Schwartz, qui est un parapsychologue américain, qui lui a utilisé beaucoup ce type de sujet psy pour l'archéologie avec des gros projets, mais qui s'en est aussi servi par exemple pour essayer de déterminer où était Saddam Hussein. Ah, et alors? Et alors, la description, en fait, ce qui s'est passé, c'était en 2003, et lors d'un séminaire de formation justement remote viewing, Stephen Schwartz avait proposé aux personnes présentes de décrire par remote viewing l'endroit où elle voyait Saddam Hussein. Et donc, il a repris l'ensemble des descriptions et il a utilisé une grille qu'utilise la police pour recouper les témoignages, et on a fait une description assez précise. Et il se trouve que cette description a été mise dans un coffre avec des huissiers, et que lorsque Saddam Hussein a été retrouvé, il a ressorti donc cette description qui est extrêmement précise, puisque se décrivait que Saddam Hussein était à côté de Tikrit, dans un petit village, qui serait dans des vêtements sales, abîmés, il aurait une barbe grise, qu'il aurait une arme et beaucoup d'argent, mais qui serait découragé, mais ne résisterait pas. Si vous voulez, il y a un certain nombre d'informations comme ça qui se sont révélées justes et tout à fait pertinentes. Ah, c'est extraordinaire. Donc, oui, d'accord.
Mais la police ou l'armée américaine n'a pas jugé bon d'utiliser ces expériences pour retrouver Saddam Hussein. Et non, a priori non. Alors c'est vrai qu'on pourrait être étonné, mais le problème c'est qu'il faut comprendre que quand il est question de perception extrasensorielle et de parapsychologie, il y a toujours un mouvement entre la croyance et le rejet, que ce soit chez les scientifiques ou chez le tout venant. Ouais. Et c'est le cas aussi chez les militaires. Exact. Et d'ailleurs le projet Stargate, quand on regarde un peu dans le détail ce qui s'est passé, il s'est en particulier arrêté parce qu'il y a eu des changements au niveau politique, des changements dans les militaires qui dirigeaient les programmes, et il a suffi que quelqu'un finalement n'y croit pas pour que le programme soit fermé. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Donc même s'il y a eu des rapports qui ont été faits, il y a un moment donné les gens ont leurs convictions et voilà. Donc là il suffit que les militaires s'intéressent pas à ça et ça pose problème. Ouais. Nous sommes sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange avec Thomas Rabeyron pour évoquer le rapport entre les forces de l'ordre, la police, que ce soit également les services secrets et les phénomènes paranormaux. Thomas, là on a évoqué jusqu'à maintenant quelque chose, des expériences qui ont été tentées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France. Est-ce que la police a recours comme ça, soit à des voyants, des radiesthésistes pour les aider dans leurs enquêtes? Alors en France il y a le même problème, c'est-à-dire que ça fait pas très sérieux finalement d'aller voir un voyant pour ce type de recherche. Ouais. Et à ma connaissance il n'y a jamais eu en France de grandes recherches de grande ampleur sérieuses ou publiées sur cette question. Quand on discute un peu avec des voyants, on se rend compte qu'il y en a un certain nombre qui ont été contactés par des agents de police, la gendarmerie, sur certaines affaires, mais bien sûr à titre officieux, et puis pour presque un peu, je dirais, en dernier recours. Et ça ne paraît pas sur les rapports d'enquête, évidemment. Non, ça ne paraît pas, et il y a très peu de cas, contrairement une nouvelle fois aux États-Unis, où une nouvelle fois Stephen Schwartz lui s'est beaucoup intéressé à ça, en indiquant qu'il y avait environ une centaine de départements de police qui travaillent ouvertement avec des sujets psy de façon régulière, et là on a un certain nombre de cas très bien documentés de réussite. Vous pouvez nous en citer un exemple, s'il y en a un qui vous revient en mémoire? Là en détail non. Il y a un exemple là en Italie récent d'une dame qui a eu des flashs concernant une personne disparue depuis 3 ans, qui la voyait avoir disparu dans un lac et qui en a parlé à la police l'a pas cru. Bon, elle a continué à clamer cette histoire et finalement des recherches ont été entreprises et la personne disparue a bien été retrouvée. Son corps a été retrouvé là où la voyante l'avait situé. Voilà. Alors après on peut faire des critiques. Les critiques habituelles, si vous voulez, c'est de la chance. Il y a une autre critique qu'il faut prendre en compte et qui est importante quand même, c'est qu'il y a des affaires où, si vous voulez, beaucoup de sujets, de voyants se proposent et personne ne trouve rien. L'affaire la plus connue, c'est l'affaire du trou, où il y a plus de 80 voyants comme ça qui se sont proposés d'eux-mêmes, etc. Et aucun n'a permis de donner des informations fiables ou intéressantes. Et non. Et alors, on peut se demander pourquoi. Moi, mon idée, c'est que pour que des gens soient en mesure de donner des informations précises, il faut qu'ils soient doués. Et ça, on sait que des gens réellement doués, d'après le projet Stargate par exemple, c'est seulement 5% de la population. Il faut que ces gens soient entraînés, et puis on sait que ces gens ne réussissent pas à tous les coups. C'est-à-dire que même les meilleurs sujets, quand ils réussissent, ils vont réussir 2 fois sur 3. Mais il y a 1 fois sur 3 où ils vont se tromper. Et oui, donc ça fait beaucoup de choses aléatoires pour l'exploiter finalement. Et j'utilise ce terme d'exploiter au sens propre, de manière régulière. Oui, mais à mon avis ça pourrait être le cas. Mais dans des programmes gouvernementaux, avec des moyens, avec des gens entraînés. Et là on pourrait tout à fait utiliser, à mon avis, des sujets psy pour aider la police. Merci beaucoup en tout cas Thomas Rabeyron d'être venu faire un petit détour par les Aventuriers de l'étrange pour faire avec nous le point sur les rapports entre les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, les pompiers ou encore les services secrets et les phénomènes paranormaux. À bientôt dans les Aventuriers de l'étrange. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les Aventuriers de l'étrange.
Si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, les aventuriers de l'étrange vous offrent la possibilité d'un dialogue, d'une écoute attentive et surtout sans préjugés. C'est pour cela que ces soirées consacrées à vos témoignages existent avec mes deux spécialistes qui sont à mes côtés pour justement essayer de vous apporter un éclairage nouveau. Je commence par accueillir Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Tu vas bien ? Ça va. Le site psyland.org se porte bien ? Il se porte bien, on vient le visiter, oui, les émissions intéressent toujours nos auditeurs. Et sont téléchargées toujours aussi régulièrement. Voilà, oui. Pourvu que ça dure. Psyland.org, PSILAND.org. Deuxième spécialiste qui est en ma compagnie ce soir pour vous écouter, Renaud Evra du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, la pleine forme comme d'habitude. Oui. Alors dites-moi, juste avant de retrouver nos auditeurs et nos témoignages qui vont nous appeler au 0826 300 300 l'un et l'autre, un mot rapidement sur la conversation que j'ai eue en début d'émission avec Thomas Rabéron en ce qui concerne le programme Stargate et les rapports entre la police, la gendarmerie, les pompiers et le monde du paranormal. Renaud, c'est vieux comme le monde, si j'ose dire. Beaucoup de policiers, de gendarmes, de pompiers font appel à des voyants ou à des radiesthésistes de temps à autre. Et oui, et le plus étonnant, c'est que là, on a vu qu'en France, c'était très très fermé, mais il faut savoir que c'est la France qui a la première développé de façon systématique ce genre de recherche au XVIIe siècle, où il y a eu vraiment des organisations main dans la main entre radiesthésistes, enfin là c'était la baguette, oui. et les gendarmeries, enfin la gendarmerie. Et donc ça s'est vraiment bien développé, puis bon, c'est tombé dans l'oubli maintenant, mais il y a une chose dont Thomas n'a pas parlé, il a peut-être oublié, bon, il a déjà été très complet, c'était pas mal, c'est que l'IMI, depuis 2 ans, a développé justement un programme de recherche qui s'appelle Vigipsy. On a plus d'informations sur le site de l'IMI, métapsychique.org. Ouais. Et ce programme permet justement de récupérer les dossiers quand des voyants pensent avoir des flashs par rapport à une enquête précise. Ils envoient un pli, un dossier qui est déjà préétabli à l'IMI, avec accusé de réception, tout ça. On prend une photo, on l'ouvre pas à l'IMI, on le conserve. Et quand l'affaire est résolue par les moyens normaux, on ouvre ça devant témoins et tout, et devant caméra. Et là, de cette manière, on peut comparer ce que le voyant a prédit et ce qui s'est réalisé dans l'affaire pour, parfois, peut-être avoir justement des cas bien documentés de réalisation réussie. Ce serait peut-être justement le coup de pouce dont a besoin la France pour reprendre cette dynamique un peu plus officiellement, quoi. Très intéressant, effectivement. Donc, on trouve tous les renseignements sur cette opération sur le site internet de l'Institut Métapsychique International qui est métapsychique.org. Et voilà. Le projet, donc, c'est Vigipsy, VIGI-psy. D'accord. Très bien. Pierre, sur le site internet psyland.org, il y a toutes les informations concernant Stargate. En apportant un petit complément à ce que vient de dire Renaud, Vigipsy qui a été mis en place par Grégory à l'IMI. Gutiérrez. Voilà, qui est intervenu hier soir, je crois. Et qui chez Eric Mazet, quelquefois avec nous. Ouais. Et sur Psyland, j'avais déjà mis en place une page à propos du psy et de la défense, et on retrouve en particulier le document qui a été édité par l'IAR aux États-Unis à propos de Stargate. Ouais. C'est un document qui est paru en septembre 1995 et qui a montré, enfin qui a mis en évidence ce programme Stargate aux États-Unis. Ouais. Donc il est disponible sur Psyland en téléchargement avec d'autres documents aussi, en particulier la Stargate Collection de Nicolas Maillard, qui était un journaliste très impliqué dans le domaine de la parapsychologie et de l'ufologie en France jusqu'en 2000, puisqu'on a eu malheureusement, il est décédé en 2000. Donc sur le site, il y a plusieurs références comme ça, certaines en téléchargement, et ça montre un petit peu ce qui a été fait dans le domaine militaire à propos de parapsychologie. Il y a aussi, je pense, au mémoire d'Estelle Cerruti, qui a fait un mémoire à Sciences Po à propos du psy et de la défense, et qui a montré comment les militaires des deux camps, américains et soviétiques, évidemment, se tiraient dans les pattes, enfin se tirer la bourre. Voilà, exactement.
Voilà, tout ça est donc disponible. Je mettrai des liens plus directs à partir de la page des aventuriers. D'accord. Mais c'est déjà présent sur le site. Très bien. Nous allons donc maintenant tout de suite passer à nos témoignages jusqu'à minuit. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou intervenir. Vous êtes évidemment les bienvenus dans cette émission par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question. Vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Vous envoyez le tout au 71 200. Valérie est la première auditrice à nous appeler. Elle nous appelle de l'Ariège. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange, Valérie. Alors vous venez nous apporter votre témoignage parce que vous vivez des flashs de voyance depuis très très longtemps. Oui, depuis que je suis petite. C'est-à-dire ça. Disons que ça se produit pas tout le temps, hein. C'est assez rare chez moi. Hein. Ouais. Mais quand j'ai ces flashs, disons, ça arrive. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Tout ce que je vois, ça arrive. Ouais. Alors quand vous avez un flash, ça se traduit de quelle manière? C'est une voix, c'est des images, c'est quoi? Non, moi ça commence comme un flash. Vous voyez, un flash de photo. Oui. Et après là, je vois, je sais ce qui va arriver, quoi. Mm-hmm. Vous voyez une scène. C'est comme un sixième sens très développé. Oui. Mais c'est comme si vous voyiez une photo devant vos yeux. Non, ça se traduit pas comme ça. Oui. Ça peut arriver lors d'une grosse colère, par exemple. Ça va se déclencher. Mm-hmm. Et là, je vais dire quelque chose à la personne. Oui. Et ça arrive. Ça lui arrive quelque temps après. Oui. Ce que je lui prédis, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple pour qu'on comprenne bien? Une dispute que j'avais prédit à mon père. Oui. Voilà, je voulais faire une sortie que mon père voulait m'empêcher de faire. Je me suis énervée. Oui. Et je lui ai expliqué à mon père, de toute façon, c'est pas la peine que tu partes à ton réveillon, il va durer 20 minutes. La personne va boire, elle va déclencher une bagarre. Et vous serez à la maison 20 minutes après. Oui. Ce que je lui ai prédit, est arrivé. C'est-à-dire qu'il s'est rendu à son réveillon. Il s'est rendu à ce réveillon. Oui. Ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. La personne a bu, le monsieur a bu et c'est presque parti à coups de couteau. Disons que tout ce que je lui avais prédit, détail par détail, ça lui est arrivé. Et 20 minutes après, là, il était obligé de partir, quoi. Et est-ce que vous avez remarqué que ces flashs de voyance vous arrivaient quand vous étiez... Parce que là, vous nous avez dit, j'étais en colère. Là, j'étais en colère. Ça peut m'arriver sans être en colère aussi. Je peux voir quelqu'un qui rentre à la maison, avoir un flash, et je ressens que cette personne est négative. Mm-hmm. Oui, elle a une apparence normale, comme il faut. Oui. Mais elle est négative. C'est pas une personne qu'il faut rentrer dans une maison parce qu'elle va soit vous escroquer, soit elle sera malhonnête ou quelque chose comme ça. Oui. Je suis quelqu'un, disons, à qui on ne peut pas mentir facilement parce que j'arrive à savoir que la personne qui est en face de moi n'est pas quelqu'un d'honnête. Mm-hmm. Et ces flashs de voyance, vous les contrôlez pas, je veux dire, ça vient quand ça vient. Non. Moi, chez moi, ça m'arrive comme ça. Oui. Je peux rien contrôler du tout. Mm-hmm. Et ça vous a pris ces phénomènes. Vous aviez quel âge pour la première fois? Est-ce que vous en souvenez à peu près? Entre 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, depuis vraiment toute petite alors, hein? Et oui. Et si ça n'est pas indiscret, vous avez quel âge actuellement? J'ai 36 ans. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous le vivez? Moi, je le vis très bien. Ça me dérange pas tant que ça. Tant que c'est pas quelque chose de mauvais qui arrive derrière, c'est pas... Au contraire, j'ai même un surnom. On m'a donné un surnom, porte-poisse. Dès que je dis quelque chose à quelqu'un, ça arrive. Ouais. Et votre surnom, c'est quoi, vous avez dit? Porte-poisse. Porte-poisse. C'est pas sympa, ça. Non, mais moi, ça me fait rire, parce que je vais dire une bêtise à quelqu'un pour rigoler. Mais si toi, ton pneu va péter, il revient, il me dit, mon pneu, il a pété.
Ouais. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. J'ai dit, un ami s'est fait opérer, il me dit, j'ai demandé un accord là pour sortir le week-end. Et je lui ai dit, moi je ne sortirai pas parce que tu as tombé malade. Il est sorti, il est tombé malade. Quelques jours après, il me dit, je vais ressortir. J'ai dit, ne ressors pas, tu vas chuter. Tu vas rechuter là-dessus, ce sera plus mauvais. Ouais. Est-ce que j'ai pas dit? Il a rechuté, ça a été beaucoup plus mauvais. Il m'a dit, la prochaine fois que tu me téléphones, tu la fermes. C'est des trucs, tout le temps, c'est comme ça. Oui. Mais en revanche, ils vous appellent porte-poisse, d'accord, mais vous les prévenez, c'est-à-dire que s'ils suivent finalement votre conseil, peut-être qu'ils s'en porteraient pas plus mal, au contraire. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, je ressens des trucs, même pour plaisanter, je le dis. Oui. C'est vrai que ça leur est toujours arrivé. Et est-ce que ce sont des choses, entre guillemets, négatives que vous ressentez, ou vous avez ressenti des choses positives qui allaient arriver à une personne que vous croisez? Je me souviens pas, j'en ai eu tellement d'exemples comme ça que je me souviens pas si... Parce que moi je les oublie à la longue. Bien sûr. Alors ça fait que j'y fais pas trop attention et j'évite aussi de trop accumuler le négatif. Parce que sinon on ne vivait pas sinon. Bien sûr. Et est-ce que ça vous fatigue? Ou ça vous fait rien de particulier? Non. Par contre j'ai remarqué que, moi je pensais au départ que les angoisses que j'avais c'était des angoisses dues à la maladie, quoi. Oui. Et je me suis rendu compte que c'était des angoisses qui qu'on appelle ça, je pourrais dire ça, après ces angoisses, peu de temps après, il y avait une action qui se passait. Mais par contre, quand j'ai l'angoisse, là, c'est mauvais, par contre. Oui. Mon oncle, il est décédé un dimanche. Et bien, c'était il y a 2 ans de ça, pour la fête des mères. Le samedi après-midi, je ressens une boule à l'estomac et avec une énorme angoisse. Oui. Bon, j'ai pensé que c'était le stress. Je vais me promener. Le soir, mon oncle dit à ma grand-mère, maman, à demain. Il s'en va en boîte, il tombe raide sur le carrelage, quoi, en plein milieu de la piste. Il est tombé raide. Il y a eu une crise cardiaque. J'ai même rêvé de l'enterrement de ma marraine. Alors qu'on l'avait opérée, qu'elle était sauvée, que tout allait bien. Et les docteurs avaient caché certaines choses que nous ne savions pas. Elle avait une tumeur au foie. Oui. Ils l'ont opérée, ils s'en sont aperçus trop tard. Mais à nous avait rien dit. Oui. Et ma tante s'en va chez elle et tout ça, elle réveillonne, tout va bien. Et puis, peu de temps après, elle a commencé à décliner. Mais nous, on ne l'a pas vu. Parce qu'on nous l'avait caché, tout ça aussi. Oui. La famille nous l'avait caché pour ne pas nous inquiéter pour rien. Et puis, c'était dans la nuit du mercredi pour aller au jeudi. Et là, je rêve que je suis devant qu'on appelle ça une église. Oui. Et je vois la porte d'entrée. Alors, je me guidais envers la porte d'entrée. Et je voyais à l'intérieur qu'il y avait comme des particules de poussière partout. Vous savez, quand il y a le soleil qui rentre à travers les vitraux, ça fait comme des particules de poussière, tout ça. Oui. Et d'un côté, je vois la famille à ma tante, et de l'autre côté, je vois ma famille, la plus proche. Et tout le monde qui pleurait. Je comprenais pas. Et je m'avance comme si j'allais pour me marier, quoi. Oui. Et là, je vois comme une boîte, quoi, au milieu. Oui. Et là, je me suis arrêtée. Parce que quand j'ai vu les visages des personnes, j'ai compris que c'était un enterrement. Et le samedi matin, à 5h du matin, ma tante qui est décédée. Effectivement. Voilà. C'est pour ça que on pourrait dire que les angoisses que j'éprouve pourraient être maladives ou autre chose. Mais en fin de compte, non, ça se traduit, il y a tout le temps quelque chose qu'il y a derrière, qui suit derrière. Oui. Voilà. Et dès que l'action n'est pas arrivée, tant que l'action n'est pas arrivée, j'ai toujours cette angoisse. Vous avez toujours cette angoisse. Voilà. Et dès que l'action se produit, elle disparaît. Ouais. Donc il y a bien une relation entre les deux. Ah oui, je m'en suis rendu compte très tôt de ça. Voilà, je connaissais des gens qui faisaient de la dépression, qui avaient des angoisses, mais ils prenaient un traitement et ça s'atténuait ou ça disparaissait. Oui, tout à fait, oui. Puisque moi, même à prendre le tube entier ou une boîte entière, ça ne part pas. Oui, ça servirait à rien d'ailleurs. Ça ne servirait à rien. Oui, il faut que l'action se passe pour qu'elle disparaisse.
Voilà, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Heureusement que c'est rarement quand même que c'est rare les angoisses. Ouais. Je me tourne vers vous, Renaud. Que pensez-vous du témoignage de Valérie? Bonsoir Valérie. Bonsoir. C'est un témoignage, je sais pas, très rempli. Il y a beaucoup de choses, de voyances réussies, de phénomènes comme ça. Et puis c'est assez intéressant comment vous parlez de la façon dont vous percevez vos angoisses, justement, que ce seraient des angoisses qui seraient différentes des autres. Et en même temps, il y a un trait qui est commun à tout ce que vous avez raconté, c'est le fait que vous faites des voyances, mais pour les autres, en fait. Oui. Et ça ressemble à quelque chose que j'avais lu, en fait, dans des études de personnes voyantes, comme ça, qui avaient été faites par la psychanalyste et psychiatre Elisabeth Laborde-Notal, dans un livre qui s'appelle La voyance et l'inconscient. Et en fait, elle mettait en évidence que chez ces personnes, que ça prenait très tôt, finalement, la voyance, et ça prenait dans des contextes familiaux où ces personnes étaient vraiment en empathie, ou cherchaient à être en empathie avec les autres pour soutenir justement quelque chose de la famille. Et elle appelait ça les capacités météorologiques, c'est-à-dire de toujours sentir comment les autres, s'ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur, malgré ce qu'ils peuvent laisser faire apparaître. Et là, c'est vraiment ce que vous montrez avec votre capacité parfois à voir le cachet, à voir le secret, à voir la douleur chez les autres et à voir le futur et la mort aussi. Et il y a quelque chose comme ça finalement de toujours épancher vers l'autre. Qui est une sorte de, je pense que c'est un développement qui est à la fois psychologique et à la fois parapsychologique, et c'est vraiment que c'est très lié finalement à une problématique personnelle, je pense. Dites-moi Valérie, là Renaud a soulevé un point tout à fait intéressant. Est-ce que vous est arrivé d'avoir des flashs de voyance, mais pour vous concernant vous? Non. Ah, c'est marrant ça. Pour vous, jamais? Jamais, non. Ça concerne tout le temps votre entourage? Ça peut concerner mon entourage comme des amis. Oui. Par contre, si quelqu'un est hyper nerveux, parce que je suis quelqu'un de très très sensible. Oui. Si j'ai quelqu'un pas loin de moi très très nerveux, je le ressens mais alors à un point qu'il faut que je m'en aille, quoi. Oui. Je peux pas le supporter à côté de moi. Vous voyez, je ressens les enfants aussi. Si un enfant souffre de quelque chose, il n'a pas besoin de me parler. Ah oui. Vous voyez, je serai à mesure de lui décrire ses problèmes. Oui. Vous voyez? Oui. Il y a des choses qui sont, je sais pas, c'est comme si je lisais à l'intérieur de la personne. C'est ça, en fait, l'explication. Oui. Vous êtes d'une extrême sensibilité, hein? Ah oui. Oui, c'est une personne qui peut éprouver beaucoup de chagrin, il n'a pas besoin de me parler. Vous le ressentez tout de suite, même si elle le cache? Ah oui, je le ressens. Ouais. Quelqu'un qui va montrer une bonne figure à tout le monde, mais qu'à l'intérieur, il souffre énormément, avec moi, il peut pas, c'est pas la peine qu'il parle. Ouais. D'ailleurs, j'attire beaucoup de gens qui ont des soucis dans la vie de tous les jours. Moi, j'en ai aussi. Mais ils viennent tout le temps vers moi, ils viennent me parler, on devient les plus grands amis du monde parce qu'ils savent qu'avec moi, ils n'ont même pas besoin de parler. Ouais. Et c'est sûr qu'aussi que je calme le mal de dos. Quand quelqu'un a mal au dos, et je lui calme les douleurs. Et ça, je le fais depuis que je suis petite. Ah oui. Vous voyez, il y a et je sais pas d'où ça me vient, comment ça me vient, je n'en sais rien. Quand j'étais plus petite aussi, je ressentais des présences à côté de mon lit. Par contre, ça me fait très très peur. J'ai jamais essayé de savoir ce qu'il y avait à côté. Ça, c'est quelque chose... j'ai la sensation qu'une personne, même une fois décédée, elle ne l'est pas. Pour en savoir plus, je me suis mis en contact avec 2 médiums et un voyant. Ils m'ont dit que j'avais des dons de voyance plus des dons de médium. Ouais. Je me tourne vers toi, Pierre. Un avis peut-être sur ce que vit Valérie depuis l'âge de 8 ans? Oui, bonsoir Porte-Poisse. Ça, c'est pas sympa. Ça. Oh, je ne pouvais pas la rater, celle-là. Non, je me rigolais. Renaud a parlé d'empathie. D'empathie, moi je pensais au rôle de l'affectif, manifestement. Vous montrez bien que l'affectif joue un grand rôle dans les phénomènes spontanés. Pour
pourquoi j'ai commencé avec porte-poids, c'est parce que bien que j'imagine que vous n'avez pas un flash de voyance à chaque colère ou à chaque fois que quelqu'un rentre chez vous. Ça se déclenche tout seul. Voilà, donc ça donne un petit peu l'apparence aux personnes qui vous côtoient ou à qui vous parlez de ces flashs, que vous seriez un petit peu provocatrice de ces événements. Que ce soit une chute ou n'importe quoi. Ah oui, c'est-à-dire que quand elle dit à quelqu'un sors pas parce que ton pneu va crever et qu'il crève, elle dire mais c'est de ta faute quoi. Voilà, c'est de ta faute. Tu l'as vu donc. Bon, là, alors que pas du tout, elle a fait que voir le futur. Alors que pas du tout. Voilà, c'est bien là-dessus que je veux. Que je Tiens, d'ailleurs, voilà. Vous avez entendu? Alors, on n'a pas eu de flash de pompiers. Les pompiers, ils ont dit à côté de chez moi. Et c'est le café qui m'attend en plus. Comment? Vous? C'est le café qui m'attend à côté. Ah bon? Oui. Voilà, on fête la Saint-Patrick. Voilà. Bon, pour revenir à tout ça, bon, vous avez ces flashs au moment où ils choquent votre affectif, votre sensibilité, et c'est parce que vous êtes à ce moment-là plus en condition pour ressentir ces flashs de voyance. Mais les phénomènes de voyance montrent bien, certains cas qui sont relativement peu nombreux, mais qui sont à mon sens très significatifs, montrent bien que l'avenir n'est pas prédéfini par un flash de voyance. C'est une sorte de probabilité de ce qui va se passer. Mais si les conditions environnementales de l'événement évoluent entre un flash de voyance et l'événement lui-même, l'événement peut très bien ne pas se produire. C'est-à-dire que si vous voyez que quelqu'un va crever, à la limite, il pourrait en tirer parti en changeant de oui, faire route. Confiance à Valérie en disant bon, voilà, ou ne pas prendre la voiture, et puis voilà, il va pas crever tout simplement. Ouais. Voilà, certains le font quand même. Hein. Ah, quand même. Ah oui, maintenant ils ont compris que j'arrive à vivre le futur. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, avant que ça arrive, maintenant ils ont compris qu'il fallait qu'ils m'écoutent. Voilà. Et là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant et porte-bonheur, tout à fait. Voilà. Ouais. Ça peut éviter des choses. Il y a plusieurs cas dans la littérature parapsychologique qui montrent bien cette possibilité de passer à côté de la probabilité. De passer à côté d'un phénomène négatif en écoutant, en prêtant une oreille attentive à ceux qui ont la chance de pouvoir de temps en temps voir le futur. Quoi. Voilà. Ouais. Valérie, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Merci d'avoir consacré un petit peu de temps pour nous rapporter ce que vous aviez vécu, ce que vous vivez encore. Et puis, bonne Saint-Patrick, hein. Merci. Ah, une dernière chose. Si jamais vous voyez, parce que les élections arrivent, si jamais il vous arrive de voir qui va être élu, vous nous le dites, hein, vous nous rappelez pour nous le dire. J'y comprends rien, moi, la politique. Bon, vous avez raison. Finalement, vous n'avez peut-être pas tort. Bonne soirée, Valérie. À vous aussi, Bonne soirée. Au revoir. 0826 300 300. Renaud Évrard et Pierre Massias sont à mes côtés pour vous écouter vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, venez nous rejoindre. Vous pouvez également nous joindre par le biais du SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Vous laissez un espace, votre commentaire, votre question, et vous nous l'envoyez au 71 200, comme Gilles de Bordeaux qui nous a envoyé ce SMS qui dit: bonsoir, les flashs sont-ils toujours négatifs et est-ce que cela fatigue beaucoup? Toujours négatif, mon cher Gilles, non, puisqu'il y a des voyants qui voient, ils voient le futur, qui peut être bon, qui peut être mauvais, donc les deux arrivent. Et puis, est-ce que cela fatigue? Eh bien, ça dépend des voyants ou ceux qui vivent les phénomènes paranormaux. Certains sont totalement épuisés après une séance de voyance, d'autres au contraire, ça leur redonne la pêche et de l'énergie. C'est l'inverse, donc il y a les deux qui sont possibles à voir. 71 200, si vous voulez nous envoyer vos questions, vos commentaires dans quelques minutes. Le témoignage de Trudy qui a vécu un très très joli phénomène. Elle a, figurez-vous, ramené sa mère à la vie par la force de sa prière. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Vos témoignages au 0826 300 300. Trudy vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Allô, allô. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez là? Très bien, fort bien, fort bien. Vous nous appelez de quelle région? Du Gers. Magnifique région. Pas loin de Auch, pas loin de Mirande. C'est la plus belle région de France. On mange très bien, comme pratiquement partout en France. Vous avez raison, Tourny, vous avez tout à fait raison. Ouais. Alors, vous venez nous rapporter une histoire que vous avez vécue que je trouve très belle. On en a parlé au téléphone oui. cette semaine ensemble. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire que je suis très très sensible déjà aux humeurs des autres. J'essaye de m'adapter selon. Et puis, il m'est arrivé quelque chose d'assez faramineux, c'est j'ai été enceinte. Il y a combien d'années à peu près cette histoire s'est déroulée? Il faut vraiment que je le dise. Ah non, finalement. Vous avez raison. Bon, allez-y. J'attendais un enfant. Oui. Ma mère était ravie parce qu'elle n'attendait que ça d'avoir un petit enfant. Oui. Et maintenant, bon, mon époux s'appelait Jacques. Mon gynécologue, qui était un de nos meilleurs amis, s'appelait Jacques aussi. Alors, je vais l'appeler le gynéco et Jacques. D'accord. Entendu. Et puis, il se trouve que je devais accoucher fin septembre, mais déjà en juillet, je me suis trouvée mal et on m'a conseillé de rester allongée et de me lever très très peu et pas très longtemps à la suite. Et puis, ça c'était en juillet et aux alentours de 8-9 août, ma mère tombe malade. Et puis, elle disait, oh, je vais voir le toubib, mais bon. Et tout d'un coup, on me dit, on l'a amené d'urgence à l'hôpital. Si ma mémoire est bonne, et si je ne me trompe point, ça doit être l'hôpital Claude Bernard, qui est pour des grands contagieux à Paris. Oui. Et on me dit qu'elle avait une méningite. Grave donc, hein? C'est grave déjà. Oui. Et puis, on me dit rien d'autre. Et puis, évidemment, nous, les pauvres enfants, père, mère, sœur, n'importe, on n'a jamais le droit d'avoir des nouvelles. Mais il se trouve que le gynéco étant médecin, il pouvait en avoir. Oui. Et puis, donc, il téléphonait presque tous les jours pour savoir. Et on avait dit que ne dites pas trop à sa fille parce qu'elle n'est pas très 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 bien et nous n'arrivons pas à trouver quel germe vraiment est à la base ou quel virus, je ne sais pas comment on dit. Le laboratoire cherche. Donc je ne savais rien. Et puis il est arrivé que le 19 août, ils ont dit, bon, mais écoutez, maintenant, je crois qu'il faudra que vous préveniez sa fille parce qu'elle est dans un coma profond, elle n'en sortira point, et nous n'avons toujours pas trouvé comment la traiter. Donc je crois qu'il faut prévenir sa fille que c'est la fin. Oui. Donc, le matin du 19 août, on me prévient. Avec toute gentillesse et tout, et puis ça me secoue. Et moi qui n'aime pas les sucreries, j'aime tout ce qui est salé, poivré, aillé, eh bien, dans l'après-midi, j'ai dit, je veux faire un gâteau. Et je me lève et je veux faire un gâteau. Et puis, voilà, hop, les os qui partent. Et oui, parce qu'il ne fallait pas vous lever, il fallait que vous restiez couché, évidemment. Voilà. Oui. Donc, on a alerte tout le monde, le gynéco, mon époux, tout le monde, et on amène à l'hôpital. Et là, comme le gynéco était un ami, il ne veut pas m'opérer, que ça soit une césarienne prévue parce que j'avais eu un grave accident de voiture. Oui. Et donc, il a dit que ça sera mon grand professeur qui t'opérera. Mais le temps
de trouver, d'ameuter et faire venir, j'étais toute préparée sur une civière dans une petite pièce toute noire, complètement dans le noir. Et je ne sais pas si je priais. Je ne suis pas très très religieuse. Et je crois que j'ai dû dire, mais bon Dieu, je sais que je ne sais pas bien prier, mais fais en sorte qu'elle arrive à voir son petit enfant. Son petit-fils, quoi, qu'elle le voie. Pour qu'elle le voie, son petit enfant. Ouais. Et on ne savait pas que ça soit un fils. Oui. On ne savait rien. Et je voulais pas savoir. Et j'engueulais ma mère. Dans le noir, je serrais mes poings et je l'engueulais. Je disais, c'est pas maintenant. Maintenant que tu as tant voulu en avoir, que tu vas me quitter. Et donc, comme je vous dis, je disais, bon Dieu, je sais pas prier, mais faites en sorte que. Et puis, bon, la césarienne se passe. Juste avant, quand même, le gynéco a téléphoné à Claude Bernard pour dire, écoutez, elle est dans le coma, mais va quand même lui dire qu'elle va être grand-mère. L'interne ou l'externe a été la voir, elle était dans le coma, il a dit, bon mais madame, vous allez être grand-mère. Et puis il repart, et puis après la césarienne, et après que tout s'est bien passé, et que j'ai eu un splendide petit garçon, et maintenant il est un très beau gars, évidemment, c'est le plus beau. Évidemment. Et le gynéco rappelle et dit, écoutez, retournez voir madame, et dites-lui qu'elle est grand-mère d'un petit garçon. L'externe ou l'interne a couru et dans la chambre, il croit voir ses yeux trembler. Il dit, madame, vous êtes grand-mère. Et du coup, comme il était tellement troublé de voir qu'elle avait l'air de bouger, de revenir, et il dit, je ne sais pas de quoi. Et il est parti. Et puis, heureusement, plus tard, il est revenu et il a dit, mais madame, vous m'entendez? Et elle a fait signe que oui. Et il lui a dit, mais vous êtes grand-mère d'un petit garçon. Et à partir de là, ma mère a regrimpé. Et dans la journée après, ils ont trouvé le virus qui s'avérait être, je crois, une méningite à l'hystériose, si je ne me trompe pas. Oui. Ils ont pu la traiter et ma mère a pu profiter de mon fils pendant de longues années. Oh oui, c'était merveilleux. Et vraiment, là, je crois à la télépathie parce que quelque part, elle était dans le noir, j'étais dans le noir, et quelque part dans elle-même, elle devait quand même penser à nous. Et moi, je pensais tellement fort à elle, que je crois que quelque part là, tout ça s'est rencontré. Je ne sais pas si c'est comme ça que se passe la télépathie, mais je trouve que c'est assez merveilleux, non? Ouais. Écoutez, ma chère Trudy, vraiment, c'est une très très belle histoire que vous nous avez racontée. Je vous en remercie parce que c'est vraiment très joli, plein d'émotions, je vous avoue que dans le studio là, tout le monde est penché, les yeux rivés au sol, à écouter votre magnifique histoire. Je sais même pas si on a envie de l'analyser d'ailleurs parce qu'elle se suffit en elle-même. Elle est tellement belle que. Oui, je crois. Je crois. Je vois vraiment pas ce qu'on peut rajouter derrière cette magie qui s'est opérée. Et puis vous l'avez vécu tellement bien, c'est tellement beau. Exactement. Ce qui s'est passé après, un scénariste l'écrirait, on n'y croirait pas. Oh oui,
tellement c'est beau et joli. C'est vrai, hein. Je trouve une scénariste pour écrire tout ça. Ah non, c'est pas la peine. Il suffit de retranscrire la réalité. Vraiment, oui, vraiment. C'est absolument émouvant et très très joli. Je me tourne vers. Je vais demander leur opinion à Pierre Massias et Renaud Évrard dès que tout le monde aura rangé son Kleenex ou son petit mouchoir. Renaud, votre opinion sur ça. Enfin, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous partagez mon avis? Oui, c'était un témoignage merveilleux. Bonsoir Trudy. J'aurais peut-être quand même des petites questions, mais bien sûr, ça fait très décalé. C'est justement quand vous dites à la fin que vous pensez justement qu'il y a eu télépathie, ou vous avez influencé le devenir de votre mère finalement. Et au vu des faits, il y a pas finalement quelque chose de paranormal. C'est un récit merveilleux, plein de coïncidences finalement. Je ne dis pas, je ne sais pas si c'est paranormal. Moi, je pense qu'il y a une question de télépathie. Oui. Une question de télépathie où les pensées se joignent et quelque part peut-être renforcent celui qui est faible. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Oui, c'est-à-dire que votre mère, elle avait aussi sa propre motivation en elle-même de revenir à la vie pour voir son petit-fils. Oui. Je pense que oui, peut-être que vous l'avez encouragé. Alors, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, et sur là-dessus, on pourra avoir plusieurs avis, mais c'est où est l'esprit quand quelqu'un est dans le coma? Qu'est-ce que fait cet esprit? Est-ce que vraiment il est éteint, c'est on-off? Qui peut le dire? Voilà, c'est ça. Et où donc, est l'esprit quand quelqu'un meurt? Oui, alors, aussi. Moi, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que vraiment, c'est la télépathie. Le télépathie. Non? C'est le ou la. La télépathie. Ou la télépathie. Oui. La télépathie, oui. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, je dirais pas tout à fait, pas normal, mais c'est quelque chose au-dessus de nous. Oui, non, on peut le voir. Pas. On peut le voir tout à fait comme un lien transpersonnel. Il y a pas mal de gens qui l'élaborent de ce côté-là. Oh là, vous utilisez des grands mots. Oui, c'est ça. Renaud, sortir de votre récit. Bien sûr, pardon. Non, mais en tout cas, c'est pour aller dans le sens de Trudy, mon cher Renaud. Est-ce que on peut imaginer comme ça une communion vraiment très intense à ce moment précis entre une mère et sa fille finalement? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut penser la télépathie comme une communion plutôt que comme une communication, de toute façon. Et voilà. Voilà, comme vraiment quelque chose du lien. Du lien, du sang. Ça ne se passe pas tous les jours. Ah non. Il faut des circonstances exceptionnelles comme celles que vous avez vécues. Je crois. Oui, tout à fait. Pierre, un avis sur cette histoire, ce moment de vie magnifique qu'a vécu Trudy? Oui, j'étais... bonsoir Trudy. Bonsoir Pierre. J'étais dans un petit peu la même optique que Renaud. À la limite, l'histoire est tellement fabuleuse que on n'a même pas besoin de notion de paranormal. Mais enfin bon... Une télépathie, finalement, la définition... On imagine la télépathie comme une transmission de messages coordonnés. On dit quelque chose à quelqu'un. Ce que j'ai pensé, c'est une transmission de messages qui s'est fait, mais c'est que ce n'est quand même pas normal que ça se fasse sans aucun moyen de communication, vous voulez dire? Voilà. Oui. Mais enfin, sans vous, par exemple, Pierre. Pardon? Sans vous, Pierre. Je n'ai pas saisi. Non, c'est pas grave. Pardon. Comme disait Renaud aussi, là il y a une sorte d'empathie, il y a une plus que de la télépathie, je dirais une communauté d'esprit entre vous et votre maman qui était là au bord du dernier moment. Et bon,
si vous voulez, techniquement, on peut pas savoir si c'est de la télépathie puisqu'on a l'interne. Non, c'est évident qu'on ne peut pas techniquement savoir. Ouais. Et surtout, le plus curieux, c'est que ma mère et moi ne s'entendaient pas du tout. Ah, en plus. En plus. Oui, mais il y avait l'arrivée de cet enfant qui pouvait vous réunir. J'étais tout à fait outrée qu'elle puisse partir sans voir son petit enfant. Ouais. Mais dites-moi, Trudy, une question quand même. Lorsque votre maman est sortie donc de ce coma, qu'elle s'est trouvée rétablie, est-ce que vous en avez parlé avec elle de ça? Eh bien, une fois, mais ça avait l'air de la déranger. C'était pour ça. Plus parler. Ouais. C'était pour savoir si elle avait ressenti quelque chose de son côté. Je n'en sais trop rien. Ouais. Parce que je lui ai parlé une fois et puis. Vous avez senti que bon, c'était pas la peine d'aller plus loin. J'aurais dit que ça l'a gêné. Donc je n'ai pas insisté. Ouais, et comme n'importe comment, je vous dis que ma mère et moi, nous nous entendions guère, malheureusement. Mais j'ai été ravie qu'elle ait pu voir son fils, son petit-fils, plutôt, et qu'elle a vu grandir. Et ça a été quand même faramineux. Et mon fils a eu une chouette grand-mère. Bien sûr. Oui. En tout cas, Pierre, on est d'accord là-dessus. Enfin, c'est une histoire magnifique. Ah, dans tous les cas, oui. On peut avancer que dans les maladies, dans la médecine, on trouve un cas de rémission spontanée sur 600 000 environ, toutes maladies confondues. C'est un événement extraordinaire en lui-même. Je peux vous dire que les médecins de l'hôpital ont été complètement sidérés. Beaucoup plus que ma mère. C'est assez fabuleux quand même parce que en fait votre maman a eu juste l'opportunité, a eu juste le réflexe dans cette communion autour de cet enfant qui arrivait, de donner le temps au médecin de trouver le moyen de la guérir. Elle est sortie de son coma à ce moment-là. Les médecins trouvent et la soignent. La soignent. L'histoire est absolument fabuleuse. C'est faramineux. C'est vraiment une très très belle histoire. Et j'adore votre programme. Merci beaucoup, ma chère Trudy. Merci. Et il est enrichi par des histoires comme la vôtre. Donc je vous en remercie également. Je vous souhaite une excellente soirée en tout cas, Trudy. Pareillement. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. 0826 300 300, si vous avez vécu quelque chose qui vous semble être de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à nous contacter comme Valérie l'a fait tout à l'heure, comme Trudy et comme Pascal de Perpignan que l'on va retrouver dans quelques minutes pour nous raconter un phénomène paranormal qu'il a vécu et qui l'a quand même bouleversé, parce que c'est vrai que quand on vit ce genre de phénomène, surtout quand c'est la première fois pour les trois quarts d'entre nous, nous en vivrons peut-être jamais, peut-être une seule fois dans notre vie. Ce sont des choses quand même qui interrogent beaucoup et qui retournent pas mal à l'intérieur. 0826 300 300. Vous pouvez donc venir nous rejoindre. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Vous êtes les bienvenus toujours dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les Aventuriers de l'étrange. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, comme Trudy qui nous a appelé avec cette histoire merveilleuse, comme Valérie, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 avec Pierre Massias et Renaud Évrard. Nous sommes là pour vous écouter et essayer d'éclairer votre lanterne pour que vous puissiez avancer et comprendre un petit peu, et nous par là même, ce que vous avez vécu. Pascal, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bénédicte. Alors, appelez-moi Louis, Pascal. Louis.
Oui. Mon cher Pascal, vous nous appelez de la région de Perpignan. Vous êtes chef d'entreprise et dans le cadre de votre entreprise, comme dans toutes les entreprises, il y a des représentants qui travaillent évidemment pour vous. Et vous avez vécu quelque chose qui vous a quand même bouleversé, parce que c'est la première fois que vous viviez quelque chose de paranormal, je crois. Oui, je voudrais remercier votre émission qui permet de parler de ces problèmes, parce qu'on ne sait pas toujours à qui en parler. C'est vrai. Oui, alors, c'est vrai. moi, ce qui m'est arrivé, c'est une petite entreprise familiale, et je travaillais avec un commercial depuis de nombreuses années, et depuis quelque temps, j'avais de nombreux problèmes avec lui. Et cet été, comme dirait Martin Luther King, j'ai fait un rêve, mais c'était pas le même genre de rêve. Oui. J'ai rêvé que je me trouvais dans un bureau, et dans ce bureau, je me voyais moi-même en train de parler avec une autre personne. C'est comme si vous étiez une caméra, en fait, quoi. Vous étiez étranger à la scène. J'étais étranger à la scène, mais je me voyais comme si je flottais au-dessus de ce bureau. Ouais. Et je me voyais moi-même en train de discuter avec une personne que j'ai reconnue, que je connaissais un petit peu. Ça se passait dans une administration où j'avais déjà été plusieurs fois, mais de façon épisodique, pour des formalités administratives. Oui. Et je me voyais en train de parler à cette personne, et je me demandais ce que je faisais là. Et la vision était très claire, Oui, la vision était très claire. C'est comme si c'était plus que dans un rêve normal, si j'ose dire. Oui. Je n'entendais pas ce qui se disait au début, mais je pouvais tout voir comme si j'étais... et j'avais l'impression d'être près de la fenêtre de ce bureau, d'être comme si j'étais un peu suspendu au plafond, et de me voir moi-même. C'était curieux, et de voir le bureau, un peu ce qu'il y avait autour, et cette personne à qui je m'adressais, je voyais que je lui parlais. Ça a duré un petit moment. Et au bout d'un moment, j'ai entendu ce qui se disait, et cette dame me disait que ce fameux commercial qui travaillait avec moi... Et avec qui vous aviez des problèmes? J'avais pas mal de problèmes avec lui. Elle m'a appris qu'il travaillait dans une autre entreprise, à mon insu. Et qui était concurrent de la vôtre. On peut dire ça. Ouais. Et qu'il avait une carte professionnelle. C'est une profession réglementée où il faut avoir une carte professionnelle. Et il avait une carte professionnelle dans une entreprise similaire. D'accord. Et je me réveille là-dessus. D'où surprise quand même. Ah oui, surprise. Merde. Très surpris, et je m'y attendais pas du tout. Je n'avais, de façon consciente en tout cas, aucun élément me permettant de soupçonner ça, suspecter quelque chose. Oui. Ni de près ni de loin, je ne vois pas comment j'aurais pu imaginer une telle chose. Alors ça m'a un peu perturbé. Le matin même, en me rasant, si j'ose dire, je pensais pas à grand chose, mais cette chose me revenait à l'esprit toute la journée. J'y pensais, à tel point que je me demandais s'il fallait que j'aille dans cette administration pour vérifier, quoi, vraiment. Pour aller poser la question. Ouais. Alors j'y ai même pensé pendant plusieurs jours. Je sais où j'y pensais, notamment dans un magasin où on peut faire des photocopies, où j'avais été faire des photocopies. Et là, j'ai pris la décision que c'était n'importe quoi, et qu'il ne fallait absolument pas avoir des idées comme ça, que ça pouvait pas tenir la route. Et j'ai décidé de ne pas en tenir compte. Mais ça m'avait frappé. Ouais. À plusieurs reprises. C'est-à-dire que le matin au réveil, vous avez eu vraiment le souvenir très clair de ce rêve, quoi. C'était vraiment... Généralement, vous le savez, les rêves, on peut s'en rappeler quelques instants, et en principe, on les oublie rapidement. Oui, ça devient flou. Voilà. Et là, c'était pas flou. J'ai encore la vision dans l'esprit, là. Ouais. Et ce qui était amusant, c'est que
Je sentais d'une certaine façon, je ne sais pas dire comment, que c'était pas un rêve comme un autre. Mmh. C'est ça. Et j'avais surtout cette impression curieuse de m'être vu moi-même et de me sentir, non pas physiquement, mais par la pensée, présent et au-dessus de ce bureau et de voir la scène. Ça, c'était curieux. Ouais. Bon, enfin, il y a des rêves curieux, il y en a plein. J'y ai pas cru. Ça m'a troublé, mais je n'ai pas cru à cette histoire. Voilà. Et alors par la suite, j'aurais eu tort j'aurais dû y croire. Parce que il a passé à peu près 3 semaines, 1 mois, et je me suis rendu dans cette administration pour demander des renseignements. Ouais. Et je me suis trouvé à discuter avec cette fonctionnaire. J'ai discuté un moment avec elle, elle m'a fait asseoir dans son bureau. Je ne pensais plus du tout au rêve, ça m'avait un peu quitté l'esprit. D'accord, donc à ce moment-là, vous vous êtes plus souvenu de la situation du rêve? Non, je me suis rendu dans l'endroit en question, mais je ne l'avais plus à l'esprit. D'accord. Et donc j'y suis allé pour des problèmes de carte professionnelle. Et je lui ai posé des questions à ce sujet. Et elle a... Enfin, nous avons parlé de plusieurs choses, et à la fin, elle m'a demandé pourquoi je venais. Et je lui ai dit qu'il y avait un problème de carte professionnelle, il manquait une carte professionnelle. Celle de ce commercial. Ouais. Et en regardant son informatique, nous nous sommes rendus compte que ce commercial avait plusieurs cartes professionnelles, une dans mon entreprise et une autre dans une autre. D'accord. Dans une entreprise similaire. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'ai brusquement pris conscience que j'avais fait un rêve. Et que je me retrouvais à cet instant-là, dans le même bâtiment que dans le rêve, dans la même pièce, assis devant le même bureau, avec la même personne, et qu'elle me disait la même chose. Là, tout est revenu en mémoire, du coup. J'ai eu comme un flash. Je dirais que, je sais pas, j'ai eu un choc. En une fraction de seconde, le souvenir m'en est revenu. Et là, j'étais non seulement étonné d'apprendre ce qu'elle me disait, ce qui pour moi était un choc énorme d'apprendre cette information ahurissante, mais en plus, le rêve me revenait et je me rappelle très nettement avoir jeté un coup d'œil vers la direction de la fenêtre où j'étais censé, soi-disant, me trouver, et d'où j'avais vu la scène. Et bien sûr, je n'ai rien vu, mais j'ai eu ce réflexe de me dire, je suis là. Ah oui, et oui. J'aurais fait comme vous, j'aurais eu la même réaction, oui. J'avoue que c'est curieux, mais ça s'est passé ainsi. Et je suis sorti de là, étonné d'apprendre cette information que je vous ai décrite. Mais tout aussi et encore plus étonné de me rappeler que je l'avais vu à l'avance. Et je sais où j'y ai pensé. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Dans ce magasin de photocopie, par exemple, le quoi. matin, etc. Et, ce n'est pas une impression de déjà vu, absolument pas. C'est un fait réel. Oui. Et en fait, ce rêve vous avait prévenu, quoi. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'aimerais bien que vos experts me disent ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai l'impression qu'on a voulu me prévenir ou que mon esprit est allé voir plus loin. Mais je précise qu'à ce moment-là, j'étais très, stressé par les problèmes que j'avais. Et j'en étais presque arrivé à un état dépressif. Oui, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dans votre état normal, quoi. J'ai été soigné pour ça. Pendant une période, je prenais des médicaments parce que les soucis que j'avais professionnellement avec cette personne me rendaient insupportable l'existence à ce moment-là. Oui, ça vous tracassait tellement que vous avez frôlé la dépression, quoi. Plus que frôlé. Oui. Mais heureusement, grâce à cette découverte, le problème a été réglé. Donc ça vous a permis de sauver votre entreprise, quoi. Je dirais
que la personne en question ne travaille plus avec moi aujourd'hui. Oui, ça, ça c'est un peu normal. Mais pour en revenir à ce rêve, et ce que vous avez vécu dans la réalité, tout concorde, c'est-à-dire ça s'est passé exactement de la même manière. La phrase qu'a prononcée cette fonctionnaire était la même. Votre déplacement, tout ça, pour faire le tour du bureau et regarder sur son écran a été, enfin, ça s'est passé exactement de la même manière. Oui, je me suis vu assis dans ce bureau. Notamment, je n'étais pas assis face à elle, je m'étais mis sur le côté. Oui. Je reconnaissais le bureau, je reconnaissais la personne en question. Mm-hmm. Le mobilier autour. Oui. Alors c'est un endroit que je connaissais évidemment. Oui. Mais comment imaginer une chose aussi précise, comme ça spontanément, et qui se réalise dans les mêmes détails. Eh oui. Ça, moi, surtout que je ne pouvais pas savoir que cette personne travaillait ailleurs. Mm-hmm. Ça, je ne savais pas du tout. Et comment est-ce que... Moi, je ne pense pas que je l'ai imaginé. Je suis persuadé que c'est quelque chose que j'ai vu et je m'en suis rendu compte quand elle m'a dit que cette personne avait une carte professionnelle dans une autre entreprise. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que la scène s'était passée exactement pareil. J'avais parlé avec elle d'autres choses. Oui. Pendant un petit moment. Mm-hmm. Et dans mon rêve, il y avait eu un temps de latence ou d'attente avant d'entendre l'information correspondante. Oui. Je comprends évidemment votre questionnement et presque votre angoisse vis-à-vis de ce rêve, Pascal. Renaud Évrard, que pouvez-vous dire à Pascal pour éclairer un petit peu sa lanterne, lui expliquer ce qu'il a vécu tout au moins? Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est un témoignage qui m'en rappelle vraiment un autre, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Là, dans ce que vous disiez, je pense que une de vos hypothèses est pas mal, l'idée que votre inconscient vous a prévenu finalement de ce choc émotionnel que vous dites assez énorme, et que finalement c'était quelque chose pour vous protéger, que vous avez finalement pas assez pris en compte pour vous préparer justement à ça, quoi, vu que ça vous est revenu dans la figure le jour même. Mais bon, dans votre état de stress, c'est une possibilité justement que ce soit quelque chose du rêve prémonitoire. Mais le problème qu'on a, et vous nous excuserez, c'est le problème là de la trace. Vous avez aucune trace qui prouverait finalement que vous avez fait ce rêve un mois avant, par exemple en prenant des notes, en ayant parlé à quelqu'un. Vous avez rien de tout ça, non? Non. Oui. Non. Et donc, ce qui est problématique, c'est que... Non, mais je le sais, mais j'en ai pas parlé parce que je n'y croyais pas moi-même. Oui, c'est compréhensible. Après, ce qui se passe, c'est que on peut encore imaginer, parce qu'on connaît des cas comme ça, où il y a justement une on crée le rêve, on crée des souvenirs. Non. Ah, oui, je sais bien, mais... non, c'est absolument impossible. Je sais quand j'ai pensé dans ce magasin où je faisais des photocopies, je vous l'ai dit, et ça c'est un fait, je sais quand c'était, non, il y a aucun problème. C'était le jour même, c'était tout frais, et j'ai pensé, parce que c'était quelque chose qui m'avait frappé fortement, j'y ai passé toute la journée. Oui, et ça m'a poursuivi pendant plusieurs jours, non. Non, moi je suis d'accord, je vous suis en fait, mais je j'ai vous l'image, dis vraiment qu'il y a justement c'est une dose d'hypothèse et que je pense qu'il y a des gens qui justement qui peuvent ne pas vous croire et qui pourront se contenter justement de penser que vous avez... bien entendu, mais moi-même je me suis posé la question. Bien sûr. Mais je suis absolument certain à cause de que je me rappelle des endroits où j'ai réfléchi à ce problème. Oui, bien sûr. Et autre chose, c'est vrai que là, c'est un cas qui m'en faisait penser à quelque chose d'une autre personne qui m'est très proche, qui m'a parlé de ça, qui était justement directeur d'une entreprise et qui a comme ça eu un flash à un moment où il a vu son second devant le président, donc le niveau hiérarchique encore au-dessus, en train de le balancer, de le trahir ou quelque chose comme ça, un coup dans le dos. Et voilà, c'était un flash qui a été venu comme ça, et même chose, il n'en a pas tenu compte, et un mois plus tard, il s'est rendu compte du coup
du coup du coup de poignard quoi, et qui avait reçu. Et c'est vrai que donc la traîtrise au travail finalement est à vivre quand même des situations, parce qu'on a des liens finalement assez forts avec nos collègues. Et justement là, votre collègue en particulier, ça a l'air d'être de quelqu'un qui finalement représentait beaucoup pour vous dans le côté négatif et qui a influencé beaucoup sur votre état mental. Ouais. Pierre, ton analyse concernant ce rêve particulièrement étrange. Combien de temps s'est-il passé, j'ai oublié de vous le demander, Pascal, entre ce rêve que vous avez fait et la réalité? 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois à peu près, hein? Oui. D'accord. Pierre, qu'en penses-tu? Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça donne tout à fait l'image d'un rêve prémonitoire. En fait, on pourrait avoir 2 phénomènes simultanés. Disons que comme vous n'aviez pas les moyens de connaître ce statut de votre commercial, vous n'aviez pas les moyens normaux, je vais dire, entre guillemets. Absolument aucune information sur ça. Voilà, vous avez pu sentir, vous avez pu peut-être, c'est une interprétation, sentir cette situation par clairvoyance. On parle de flash de voyance, mais là on commence à rentrer dans des termes un petit peu plus précis. Donc la voyance, c'est beaucoup plus général. C'est un terme public où on associe plein de choses un peu en veux-tu, en voilà, qui prédit l'avenir, etc. Là, je vais parler de clairvoyance, qui est vraiment le fait de connaître un événement présent mais distant, dont on n'a pas les moyens de connaître l'existence normalement. Donc vous sentez la situation conflictuelle avec ce collaborateur par clairvoyance, mais le problème dans ces cas-là, et dans les cas spontanés, c'est de le faire émerger à la conscience. Et donc, un petit peu comme Renaud le disait tout à l'heure, l'inconscient va chercher à vous avertir. Et en l'occurrence, c'est passé par le biais d'un rêve. Ça pourrait passer par le biais d'un rêve, qui plus est prémonitoire. C'est-à-dire que là, on a un deuxième phénomène psy qui apparaît, c'est la prémonition, donc qui donne une image du futur. Ouais. Et en l'occurrence, on n'aurait même pas un phénomène psy très spécifique, mais une conjugaison de deux phénomènes psy en même temps, oui. En même temps. De la clairvoyance et du rêve prémonitoire. Voilà. Ouais. Alors, la clairvoyance, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire avoir la conscience très nette et précise d'un événement très précis, très ponctuel, qui va se dérouler dans l'avenir. Et pardon, Louis. D'une information. Une information distante, c'est au temps présent. Donc la clairvoyance ici permet d'obtenir l'information, le commercial est dans une situation conflictuelle avec moi. Oui. Mais ça, je savais que j'avais des problèmes, mais d'aller imaginer une chose aussi incroyable, ça, je vois pas comment j'aurais pu deviner, quoi. Qu'il travaillait également pour la concurrence. C'est ça la découverte. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça la découverte. Donc là, on a beaucoup de choses. Là, on a la concrétisation du problème par le phénomène de prémonition. Ouais. On a a priori, on aurait peut-être aucun élément me permettant de soupçonner quoi que ce soit. Ouais. Absolument aucun élément. Et cet élément, vous l'obtenez. Bon, là non plus, je vais supprimer le terme de clairvoyance puisque vous sentiez une situation anormale. Mais vous avez donné corps à cette situation anormale par le rêve prémonitoire. Ouais. Et on se retrouve dans une situation où on est en conflit intérieur. Manifestement, vous viviez très mal la situation. Et un moyen donc de soulager votre fardeau, c'était de produire un phénomène psy. Ouais. Peut-être que ça a déclenché quelque chose. Que ça oui, tout à fait. Une porte. Oui, tout à fait. C'est ça. J'aurais peut-être pu, par exemple, imaginer cette chose-là, mais voir l'endroit où j'allais la prendre et dans les mêmes conditions avec la même personne et tout, moi c'est ça que moi qui c'est ça le phénomène si j'ose dire. C'est ça le phénomène psy que vous avez vécu. Voilà, c'est ça la prémonition en elle-même. Bon, un phénomène prémonitoire, ça peut être du plus vague au plus précis. Vous avez eu le plus précis, le haut de gamme, quoi, si je puis avoir le haut de gamme. Absolument. J'ai rien fait pour le mériter. Ah bah non, là, mais vous l'avez pris dans la figure, si je puis me permettre, avec toutes les options, quoi. Vous l'avez pas choisi, mais vous avez eu le haut de gamme. Enfin, en pleine figure, mais quand même, l'objectif de cette prémonition, c'était quand même de se sortir de la situation. En vous disant à vous-même. Je ne suis plus du tout stressé.
En vous disant à vous-même, on va trouver la solution. Par contre, j'aimerais revenir sur ce que Renaud a voulu exprimer tout à l'heure. Il m'a semblé que, Renaud, tu voulais introduire une notion de rétroaction. Oui, ce qui se passe parfois dans des déjà-vus, c'est que c'est des faux souvenirs qui sont créés et qui viennent accompagner justement le phénomène. Un phénomène où il y a une émotion. Oui, c'est ça. Oui, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. Mais pour moi, c'est pas un faux souvenir du tout. Je me rappelle parfaitement le moment où je me suis réveillé après ce rêve. J'en ai le très net souvenir. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Le matin, je vous dis qu'en me rasant, j'y ai pensé à mon travail. Je vous dis, j'ai pris la décision de ne pas aller vérifier l'information à cet endroit-là. J'y suis allé par la suite pour une autre raison. Je me suis retrouvé à cet endroit-là un peu par hasard. Mais j'ai pris la décision consciente de ne pas vérifier parce que j'avais un vrai souvenir et si vous voulez, je sais pourquoi j'ai été faire des photocopies. Je sais quoi j'ai photocopié. Oui, tout à fait. Cette hypothèse, j'y ai réfléchi plusieurs fois. Et pour moi, ça n'est pas possible. Oui. Pierre, est-ce que le fait que durant cette période où il a vécu le rêve prémonitoire, où Pascal a vécu le rêve prémonitoire, durant cette période, il était en état de dépression à cause de ses rapports conflictuels justement et de sa société qui était en danger à cause des agissements de ce commercial. Est-ce que le fait d'être en dépression, ça fait tomber des barrières, ça crée une situation mentale qui fait qu'on est peut-être plus réceptif à ce genre de phénomène? Oui, je vais pas parler dans ce cas-là d'état modifié de conscience, mais on pourrait peut-être l'y assimiler. Disons que le stress le stress, quel qu'il soit, et plus fort il est, mais dans un état particulier. Et comme on l'a vu quand même déjà assez souvent, l'apparition d'un phénomène psy, c'est, je dirais, caricatural dans les cas de poltergeist. L'apparition d'un phénomène psy a pour objectif en fait c'est une soupape d'apporter une soupape, d'apporter une correction, d'apporter un soulagement à une situation conflictuelle avec soi ou avec les autres. Mais de fait, l'état dépressif, on peut considérer que l'état dépressif est une situation de cet ordre-là. Renaud, qu'en pensez-vous? Être dans un état dépressif comme ça peut faire, moi je dis faire tomber des barrières, c'est un jargon populaire je dirais, mais qui doit pas être le bon. Ça peut favoriser la production justement de ce genre de phénomène, en règle générale? Je penserais pas, là, on a l'impression, mais il y a tellement d'états différents, normaux, un peu modifiés, beaucoup modifiés, finalement qui facilitent. Faudrait beaucoup voir ce qui est important. C'est vrai qu'il y a une connotation affective à tout ce qui est raconté ici, et en particulier, on parle vraiment Pascal dit que c'est un choc énorme quand il se rend compte de la supercherie, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, il y a vraiment un événement affectif très fort, limite traumatisant, et du coup, il peut s'étendre justement temporellement en arrière et en avant, voilà quoi. Un peu comme ça, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a de surprenant, je trouve, dans le témoignage de Pascal, et ça vous avez insisté dessus, mon cher Pascal, c'est le fait que vous êtes acteur, et en même temps témoin. Dans ce rêve, quoi. Comme si vous étiez accroché au plafond, c'est ce que vous nous avez dit, pour être témoin de la scène où vous êtes acteur en même temps. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à mon réveil, quand je me suis rappelé ce rêve, c'était le fait d'être présent physiquement, de me voir et d'y être présent au-dessus de la table par l'esprit, si j'ose dire, m'avait évidemment frappé. J'oserais même dire que presque pendant le rêve, c'est une chose que j'avais remarquée. Comme si j'étais conscient d'une certaine façon à ce moment-là. Je me disais, tiens, c'est curieux, qu'est-ce que je fais là? Je suis assis et je suis au-dessus en même temps. J'en avais pleinement conscience. Vous vous êtes rappelé de vous être dit ça durant votre rêve? Oui, tout à fait. C'est curieux ça, Pierre, hein? Oui, tout à fait. C'est être dans un rêve et avoir conscience que c'est un rêve, en se disant tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que je fous là?
que oui. J'avais conscience que c'était une situation étonnante. Oui, ouais. Alors, je ne dirais pas que je me rappelle de tout, mais enfin, je me suis vu clairement, j'ai le souvenir de m'être vu comme si j'étais à la fenêtre de ce bâtiment. Ouais. Je ne savais pas trop si j'étais d'ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur. Je sais que j'étais près de la fenêtre. Ouais. Et je voyais clairement ce qui se passait à l'intérieur. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et j'étais étonné de me voir assis. Voilà. Ouais. Mais je reconnaissais les lieux, je les connais vaguement. J'y vais très rarement, mais pour des formalités administratives, mais sans plus. Mais ce qui m'étonnait, c'était de me voir moi-même. Oui, complètement. Et à la fin, j'ai entendu parler. J'ai entendu, on m'a expliqué ce que j'ai découvert par la suite. Oui, tout à fait. En tout cas, mon cher Pascal, merci pour ce témoignage vraiment très très intéressant. Pascal qui nous appelait de Perpignan comme quoi un phénomène paranormal que l'on vit, surtout si c'est la première fois dans sa vie que l'on vit ça, ça peut être vraiment traumatisant, Pierre. Oui, tout à fait. Traumatisant, et là pourtant on pourrait se dire non, ça n'a pas de raison d'être traumatisant. Au contraire, ça a aidé à sauver son entreprise, etc. Mais c'est toujours, enfin c'est pas toujours, mais c'est très souvent dans des situations fortes dans laquelle le sujet psy est très fortement impliqué. Ouais. Donc c'est toujours très très éprouvant, surtout quand on connaît pas le domaine, quand ça tombe comme ça sur la figure. Pierre Massias, Renaud Évrard sont en ma compagnie dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit pour analyser vos témoignages et vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 0826 300 300 si vous aussi vous pensez avoir vécu des phénomènes paranormaux. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre texte, votre commentaire, votre réaction au 71 200. Et je vous rappelle d'ailleurs que demain, nous consacrerons l'émission entière au phénomène justement du rêve prémonitoire. Dans quelques minutes, un autre auditeur, Nemov, lui, va nous faire part de phénomènes qu'il ressent. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous rappelle que si vous prenez l'émission en route, vous allez pouvoir la réécouter en entier par le biais des podcasts sur d'abord le site sudradio.fr, le podcast sur iTunes, vous tapez Sud Radio et vous tombez sur les 20 minutes, les 20 meilleures minutes de l'émission. Ou si vous voulez l'écouter en entier ou réécouter une des nombreuses émissions qui sont sur Sud Radio depuis le mois d'avril 2006, eh bien, c'est pas avril, Pierre, c'est quoi? Pardon, Louis, c'est mi-mars. Mi-mars, pardon. Bon, voilà. Et là, c'est moi aussi, ouais. Alors donc, depuis mi-mars, ça le fait marrer. Depuis mi-mars 2006, sur le site de Pierre Massias, psiland.org, psiland.org, vous pouvez télécharger une des émissions et l'écouter sur votre lecteur MP3 ou en direct en ligne sur Internet. Pierre Massias, donc de psiland.org, et Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International sont en ma compagnie pour écouter les témoignages de ceux et celles qui nous appellent au 0826 300 300. Nemov, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous nous appelez parce que vous vivez un phénomène particulier et assez régulièrement. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Alors, moi j'ai du magnétisme dans les mains. Oui. Je fais souvent des massages. Oui. Pour les gens qui ont mal à la tête, par exemple. Un truc tout bête, les gens qui ont mal à la tête, les gens qui ont des douleurs aux jambes, aux genoux, au dos, dans n'importe quoi. Quand ils me demandent de les masser, ou même quand je suis à côté d'eux, des fois je ressens la douleur sur moi. Donc la dernière fois j'étais avec une amie à ma mère et j'ai eu mal à mon épaule. Et je lui ai demandé s'il avait pas mal à son épaule. Et effectivement elle avait mal à l'épaule. Et par des gestes tout simples, je lui ai soigné son mal d'épaule. En fait, j'ai ressenti la douleur sur moi, et pour la soigner, je fais ce qu'on aimerait que l'on me fasse. Ah, joli, ça.
Ouais. Je soigne aussi également les plaies. Une autre fois, il y avait quelqu'un qui s'était fait une plaie. Je lui ai dit, bah écoute, j'ai jamais essayé sur une plaie pour voir ce que ça fait. Donc j'ai posé mes mains juste au-dessus de la plaie. Je n'ai pas touché la plaie, j'étais juste au-dessus. Et elle m'a dit, bah c'est comme si on m'avait mis une bombe de froid sur la main, sur la plaie, quoi. Oui. Et donc il y avait plein de gouttes d'eau qui ressortaient de la plaie, quoi, toute la chaleur qui ressortait de la plaie. Et puis la personne n'avait plus mal à la plaie. Oui. Et aussi la dernière fois, je l'avais fait sur une de mes cousines qui habite à Paris, qui savait que bon, je pouvais soigner. Oui. Elle m'a dit, écoute, j'ai mal au mollet, si tu peux faire quelque chose. Je lui ai fait, à distance, j'ai jamais essayé, donc pourquoi pas essayer, quoi. Et j'étais au travail, donc je faisais la sécurité, donc bon, j'avais rien à faire, donc je me suis dit, bon, on va essayer. Ouais. J'ai mis mes mains sur mon mollet, et puis au bout d'un moment, j'ai senti une douleur. En fait, j'ai passé ma main de haut en bas au mollet pour essayer de trouver l'endroit, et je suis tombé sur le bon endroit parce que j'ai senti une douleur. Oui. J'ai commencé à me visualiser son mollet, enfin essayer d'imaginer son mollet. Oui, oui. Et pendant que j'étais en train de faire ça, elle m'a envoyé un message, elle me dit j'ai des fourmis dans le mollet, j'ai mal au mollet. Alors j'ai envoyé un message, je me t'inquiète pas, c'est normal, c'est toujours ça. Et par la suite, elle m'a dit qu'elle avait plus mal au mollet et que ça faisait 12 ans qu'elle avait mal à ce mollet parce qu'elle avait eu une opération. Oui. C'était mal passé, puis bon là, on va dire en 1 heure, c'est passé. Donc j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Comment ça se fait, comment ça se passe, quoi. Comment j'arrive à soigner des gens comme ça. Ouais. Alors. Tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est, et je le sens quand ça marche parce que j'ai les mains chaudes et j'ai des gouttes sur le front, je transpire. Oui, ça vous pompe de l'énergie, quoi, vraiment. Ça me pompe de l'énergie, voilà. Et j'aimerais savoir aussi comment faire pour bien l'utiliser, quoi, ou me renseigner, ou me. Alors. Il y a des gens qui disent qu'ils ont du magnétisme, qui sont des charlatans, donc. Oui, oui, il y en a pas mal, malheureusement. Il y en a pas mal. Alors, d'abord, vous vous êtes rendu compte que vous aviez la possibilité, la capacité de faire ça il y a longtemps. Ça s'est passé de quelle manière? La première fois, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez soulager comme ça, ou que vous ressentiez la douleur des gens? Tout a commencé bêtement. Il y a 5-6 ans, j'étais en BEP, et j'étais dans une classe où il y avait des filles. Oui. Et j'aimais bien faire des massages. Donc je leur massais le dos, la tête. Oui, je m'en doute. Moi j'aurais fait pareil. Voilà. Et il y a une fille qui avait souvent mal à la tête. Oui. Donc je lui dis, écoute, si tu veux, je te fais des massages, tout ça. Et ça lui passait. Et bon, à force, elle me disait qu'elle avait mal à la tête. Mais bon, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elle en abuse, quoi. Elle aime bien se faire masser. Et en fait, c'est qu'elle avait une tumeur à la tête. Ouf. Et ça, on l'a senti qu'après. Elle a su qu'après, quoi. Ah oui. Donc ce qui explique qu'elle avait... Qu'elle avait mal à la tête. Et moi, je croyais que bon, parce que c'est vrai que la douleur, elle me dit, mais il y a que toi qui peux me faire passer ça, quoi. Je veux dire, la douleur à la tête, je lui ai passé. Ouais. Mais dès qu'elle avait plus mal, j'ai arrêté, quoi. Je me doutais pas que c'était une tumeur, et elle non plus, quoi. Mais... Évidemment. Et puis après, à force qu'elle me le demande, je me suis dit, bon, elle abuse un peu, quoi. Je me dis, elle aime bien se faire masser, donc on en profite un peu, quoi. Et puis ça a commencé comme ça. Après, j'avais une de mes tantes qui a mal à l'épaule. Ma mère lui a dit, écoute, laisse-toi faire par mon fils, quoi, tu verras, y a pas de souci. Moi, elle était un petit peu réticente, parce qu'elle m'a eu étant petit, et donc elle savait le caractère que j'avais, quoi. Elle était un petit peu... Et puis elle a été, à sa grande surprise, elle a vu que ça fonctionnait, quoi, que vous aviez une vraie efficacité. Mais vous, dès le départ, vous avez ressenti sur vous la localisation de la douleur des autres, ou ça s'est fait après, ça? Alors ça s'est fait après. Ça s'est fait à force que je le fasse. Par exemple, au début, je ressentais rien. Ouais. Après, je sentais la douleur de la personne. Une fois que je faisais le magnétisme sur elle, je ressentais la douleur sur moi. Ouais. Et maintenant, ça m'arrive fréquemment que quand je suis à côté de quelqu'un, je lui dis, t'as pas mal là ou là, et je fais en sorte de masser pour que moi je n'ai plus le mal, en fait. Oui, c'est-à-dire que vous sentez sur vous ce que vous faites sur la personne, quoi. Voilà, ouais. Et si vous, votre douleur diminue et s'estompe, vous savez que là, ça y est... Alors, non, parce que bizarrement, ce qu'il y a, c'est que quand la personne a mal, quand je fais le soin, fais un soin, la douleur, je la garde en moi. On va dire pour une très courte période, le temps que après je me lave les mains, je me lave les avant-bras, et après la douleur s'estompe. Mais on va dire que je le ressens moi-même. Quand la personne a plus mal, je le sens. Je sais pas, c'est comme un instinct ou quelque chose comme ça. Je me dis bon, maintenant c'est bon, elle a plus mal. Comme si je le ressentais, pas physiquement parce que moi j'ai encore la douleur, mais je me dis là ça suffit, elle devrait plus avoir mal. Comme pour les coups de soleil, tout ça, ça marche très bien aussi. Ouais.
Il y a certains guérisseurs qui emploieraient une expression prendre le mal sur soi. C'est exactement ça, je prends le mal. Ouais. Ouais. Et il paraît, alors bon, je ne suis pas guérisseur moi-même, mais il paraît qu'il faut y faire très attention parce que on prend le mal, mais après il faut le dégager, quoi. Voilà, il faut l'évacuer. Et moi je l'évacue en me lavant les mains, en me lavant bien soigneusement les mains, parce que sinon après moi je suis pas bien. Et je dis aux gens de boire de l'eau. Enfin, on va dire c'est moi qui dis ça, mais en aucun cas il y a quelqu'un qui m'a dit voilà il faut que tu fasses ça. C'est pour ça que j'aimerais avoir des conseils, savoir comment enseigner pour bien utiliser ce don, parce que j'appelle ça un don, quoi. Oui, tout à fait. Parce que moi, c'est ce que je vais en faire comme métier. Là, je suis actuellement en formation en kinésiologie. Donc après, continuons dans cette voie-là. Écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa, effectivement, comme chemin de vie, tout à fait. Renaud Évrard, que pouvez-vous dire de cette manière de ressentir la localisation de la douleur de l'autre? Une dernière question quand même, Nemov, est-ce que vous ressentez également l'intensité de la douleur? C'est-à-dire, si elle a pas mal, vous n'avez pas beaucoup mal, mais si elle a très mal, vous avez très mal. Oui. Ça aussi, l'intensité aussi. Ouais. Ah, ça doit pas être gai pour vous, hein? Non, parce que on va dire que c'est pas, c'est assez quand même, c'est pas fort, mais je ressens, ça me fait une petite pointe, comme la dernière fois j'étais à un massage, je massais ma petite copine. Ouais. Elle avait un nœud dans la jambe. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai posé la question, où est l'origine de ce nœud? Enfin, d'où part ce nœud? Et dans ma jambe, j'ai senti l'électricité juste derrière le genou. J'ai senti comme un coup d'électricité derrière le genou. Ouais. Et je lui ai dit, est-ce que tu as mal là? J'ai appuyé un petit peu. Elle m'a dit, oui, c'est là. Et c'est des informations, en fait. Comme si on m'envoyait des informations. Ouais. Comme si le corps de la personne m'aidait à comprendre. Oui, à travers votre propre corps. À travers mon propre corps. Ouais. Renaud? Oui, bonsoir Nemov. Là, c'est très amusant parce qu'on retrouve des phénomènes que ça fait 200 ans qu'on en entend parler, voire plus. Je remonte simplement aux études sur l'empathie de la douleur, dont vous nous parlez. Et finalement, comment vous redécouvrez ça naturellement, tous ces thèmes des guérisseurs ruraux dans votre milieu urbain. Donc c'est très intéressant de voir comment finalement c'est pas des doctrines qui viennent de l'extérieur, mais c'est aussi des phénomènes essentiels qui guident en fait toute cette exploration. Par contre, moi, je suis pas vraiment habilitée pour vous donner des conseils sur comment bien utiliser votre capacité. Simplement, je me questionne parce que j'entends que ça vient de votre contact avec des filles et finalement vous ne parlez de l'utilité qu'avec des femmes ou des filles en fait. J'ai pas entendu un seul homme que vous auriez soigné de cette façon. Est-ce que ça arrivait également? Ah oui, non, mais bien sûr, non, je parle des filles parce que bon, c'est vrai que c'est souvent ma copine sur qui je masse. Ma mère c'est un salon de coiffure, donc c'est souvent soit ses clientes, soit ses amis. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que moi je fais la gymnastique et au niveau de la gymnastique j'ai souvent soigné des tendinites. J'ai déjà soigné aussi une hernie discale. Ouais. Enfin il y a plein de... Et ma petite sœur a le même don que moi. Ah bon? Ouais. Mais dans votre famille il y avait quelqu'un qui avait ce talent ou c'est arrivé comme ça? Non, c'est arrivé comme ça. Mais on va dire que ma mère est très spirituelle, on va dire. Ouais. Elle est très énergie, très... Oui mais elle n'a pas ce don. Elle, non, elle n'a pas ce don, elle. Et votre grand-père ou dans la famille, non, vous n'en avez pas entendu parler par hasard? Elle m'a dit que, vaguement, que j'avais un grand-père ou une grand-mère qui avait le même genre de don, mais j'en ai pas trop parlé avec elle. Ouais. Parce que, en règle générale, Renaud, je crois que on dit traditionnellement que ce don saute une génération, c'est ça? Je sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a un bon milieu favorable finalement, quoi. C'est vrai que la réaction de votre mère qui vous renvoie vers votre tante ou vers d'autres amis, c'est quand même pas banal, quoi. Ce serait pas dans n'importe quelle famille que ça pourrait se développer cette acceptance, acceptation. Et bon, si vous voulez en faire un métier, c'est votre droit. Je pense que vous pouvez faire plus de bien que de mal, on sait jamais. Ouais. C'est vrai que faites attention, exercice illégal de la médecine, des choses comme ça. Faut pas avoir des prétentions extraordinaires. Apparemment, pour l'instant, vous tenez quand même à des choses assez normales. Vous prétendez pas guérir une tumeur au cerveau, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, mais je connais des gens qui l'ont fait. Là, je suis beaucoup plus réticent quand même. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Moi aussi, j'étais super réticent, mais quelqu'un de mon entourage l'a fait et ça m'a aussi glacé. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment ça se faisait. Elle m'a dit, je peux pas l'expliquer.
Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai des gens autour de moi qui se soignent aussi. Et quand je demande de m'expliquer, elle m'a dit je sais pas. Ça se fait comme ça. C'est pour ça que je cherche un petit peu une réponse à comment ça marche, comment ça se fait que même à distance, quelqu'un qui est à 700 km, parce que moi je suis de Nîmes, quelqu'un qui est à 700 km de moi, j'arrive à ressentir la douleur et que j'arrive à la soigner à distance, c'est quelque chose que je comprends pas, quoi, c'est assez... Oui, tout à fait. Pierre. Oui, bonsoir des mauves. Là, dans ce que vous nous racontez, on retrouve effectivement les caractéristiques des gens qui découvrent cette faculté de venir en aide à leur prochain et qui essaient de la comprendre, de l'amadouer plutôt que de la maîtriser. Bon, ici, on va pas vous donner, on va pas vous donner ces conseils que vous attendez. Mais envoyez-nous un email à l'adresse de l'émission et on vous aiguillera vers des magnétiseurs qui pratiquent donc par métier leur magnétisme et qui eux pourront vraiment vous donner des conseils très ciblés. Oui, qui pourront vous conseiller parce que chacun a son propre chemin à suivre. Voilà. Et vous avez des outils et pour en avoir discuté avec de nombreux guérisseurs, ils sont tous unanimes pour dire on peut donner des conseils éventuellement, mais chacun doit découvrir seul ses propres capacités et surtout ses limites. Et la manière et sa manière de travailler. Mais envoyez-nous un email. Notre adresse mail c'est étrange@sudradio.fr. Vous voyez, c'est simple, étrange@sudradio.fr et on vous donnera une ou deux références de personnes que l'on connaît, des guérisseurs qui sont intervenus dans l'antenne, sur l'antenne et dont on sait que ils sont totalement honnêtes, dignes de confiance et qui ont une déontologie de travail très rigoureuse et qui pourront vous donner, vous guider dans votre début de carrière en tout cas. Bien sûr. Et est-ce que vous savez comment ça se fait ce phénomène, si c'est par rapport, je sais pas moi, par rapport à quoi, comment on fait pour réussir à guérir comme ça ou à soulager la douleur. Voilà, soulager une douleur. Grande question. Surtout à distance. Là, on va, ça pose pas mal de questions à distance par rapport à la pratique quand on est proche de la personne, où on a où on sent les mains qui chauffent, où la personne éventuellement sent qu'il se passe quelque chose en elle. Je dirais, on est peut-être un petit peu dans ce cas-là, comme dans le cas de la télépathie. Alors, je veux dire par là que bien souvent, quand on cherche à expérimenter dans le domaine du magnétisme, on prend le terme magnétisme, comme beaucoup de termes de la parapsychologie, au pied de la lettre, et on imagine magnétisme, champ magnétique. De là, même si on pense pas, même si on va pas dans l'idée champ magnétique, parce que ça n'est pas un champ magnétique, personne n'a mesuré un champ magnétique dans ce cas-là, bien que ce ne soit pas donc ce type de phénomène, on imagine très facilement à partir de là une onde, quelque chose qui passe du magnétiseur à la personne soignée. Mais même ça, malgré le fait que beaucoup d'expérimentations soient montées dans avec cette idée en fond, en tâche de fond, il n'est absolument pas démontré qu'il y ait une onde, quelle qu'elle soit, quelque chose, quel qu'il soit, qui passe du magnétiseur au magnétisé. On pourrait très bien imaginer d'autres circuits en fait qui pourraient passer par un effet placebo de la personne. Alors en éliminant les cas où effectivement ce sont des effets placebo, encore faut-il être en mesure de les déterminer, c'est pas évident. Mais disons que si on est dans un cas où ça n'est pas un effet placebo, le magnétisé peut se mettre en communication, pourrait se mettre en communication avec le magnétisé pour que le magnétiseur se met en relation avec le magnétisé par un chemin qui est de l'ordre, on va dire, de la télépathie, pas de télépathie, mais une certaine empathie, une communication subtile entre les deux qui amène le magnétisé à se soigner lui-même. Ah oui. Le magnétiseur sert de déclencheur en fait. Voilà, le magnétiseur. Il se met en communication, il se branche en communication par quel biais on ne sait pas avec son sujet. Voilà. Et le sujet, si vous voulez,
les individus entre eux peuvent avoir une force de persuasion assez importante. On voit ça dans le phénomène de l'hypnotisme, où pour hypnotiser quelqu'un, il faut avoir le consentement de cette personne. C'est-à-dire que la personne va s'auto-modifier, s'auto-influencer, parce qu'elle accorde un pouvoir à l'hypnotiseur qui est en face. Disons que c'est une relation de l'un à l'autre qui pourrait, dans ce cas-là, mettre le magnétisé, en situation de se soigner lui-même sous l'influence du magnétiseur. D'ailleurs, Didier Franck, qui est un magnétiseur que nous avons reçu déjà dans les Aventuriers de l'étrange, nous avait dit à peu près ce que tu es en train de dire, Pierre, c'est-à-dire que il nous avait dit le sujet que je suis en train de soigner a des leviers qu'il ne connaît pas à l'intérieur de lui, et moi la seule chose que je fais, c'est je fais bouger ces leviers, et en fait c'est lui qui fait le boulot, mais c'est moi qui fais bouger les leviers, tout simplement. Oui. Voilà, il utilise les capacités de son malade entre guillemets à se soigner lui-même. Mais bon, tout ça, ce sont des hypothèses, Nemov. Hein. Voilà, ce sont là, c'est hypothèses. Là maintenant, celui qui va découvrir exactement comment ça fonctionne, il a le prix Nobel direct. Hein. Je pense bien. Donc là, pour le moment, là, on en est qu'aux hypothèses. En tout cas, il y a peut-être un point sur lequel j'aimerais revenir. Rapidement. Alors très rapidement, surtout pour des personnes qui découvrent cette possibilité de soigner, de soigner, c'est-à-dire de soulager. Attention, l'histoire de la tumeur dont que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est bien terminé, je vais dire. Mais attention lorsque vous soignez, vous soulagez quelqu'un, en aucun cas la soustraire à le traitement médical ou à sa médecin. Oula. D'ailleurs, c'est la base. Le problème, c'est qu'il y a plein de magnétiseurs ou des gens qui disent magnétiseurs qui disent voilà, je t'ai guéri, t'as plus besoin d'aller voir le docteur, tu peux le faire. C'est pour ça que. C'est à éviter quelqu'un qui commence comme ça. Là, grave danger. Les talons, c'est clair. Grave danger. Vous nous envoyez un email et on vous mettra en relation avec des guérisseurs dignes de confiance. Y a pas de souci. Merci Nemov. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Renaud Évrard, merci de nous avoir accompagnés une fois de plus pour essayer de comprendre et d'analyser, surtout de prêter une oreille tout à fait attentive et pleine de compassion à tous ceux et celles qui sont gentiment venus nous rapporter de très très belles histoires. À bientôt, Renaud Évrard. À bientôt, merci à eux et merci de votre invitation. Avec grand plaisir. À bientôt, Renaud. Au revoir. Pierre, merci pour ton coup de main. Merci à tous. Et puis rendez-vous sur le site psylande.org évidemment pour retrouver toutes les informations que l'on dispense dans cette émission des Aventuriers de l'étrange, et on retrouve en podcast toutes les émissions depuis mi-mars 2006 des Aventuriers de l'étrange à télécharger ou à écouter en ligne comme vous le désirez. Demain, une émission avec le docteur Bernard Auriol qui viendra nous rejoindre, et toi Pierre, puisque on te mettra à contribution également. Ce sera toujours un plaisir d'accompagner Bernard. Oui, qui sera avec nous en direct dans le studio pour cette fois-ci ouvrir le dossier des rêves prémonitoires avec beaucoup de témoignages. Si vous avez vécu vous aussi des rêves prémonitoires, vous pouvez nous rejoindre demain soir à partir de 22h. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard, Pierre Massiès qui m'aide à la construire, et puis passez une bonne nuit à l'écoute des rediffusions des programmes de Sud Radio. À demain.